Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée et que vous êtes prêts pour cette conférence. On va parler un petit peu technique aujourd'hui. On va parler aussi solutions pratiques avec notre conférence, notre troisième cycle de conférence cash et endettement à taux zéro. Quel avenir? Et pour nous accueillir dans cette belle conférence, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra Harris de la Chambre de commerce. Alexandra, c'est à toi. Est-ce qu'Alexandra, tu nous Ouais, entends? est-ce que vous Voilà. m'entendez? C'est parfait, on t'entend Très parfaitement. bien. On te voit peut-être pas encore, mais on t'entend. Mais je suis sûre que vous me verrez un jour. Ah, mais on espère, on espère. C'est à toi. Je- Pas sûr que ce soit moi, mon micro n'a pas l'air de vouloir s'allumer. Écoutez, Euh, on t'entend très bien. Voilà, c'est tout bon. bonjour, À toi, bonjour à Alexandra. tout le monde. La CCIG est très heureuse de participer avec Loico à l'organisation de ce cycle de webinaires. Pour ceux qui sont membres parmi les participants, vous savez que notre slogan, c'est assurer une économie forte, promouvoir les entreprises membres, assurer une économie forte par les temps qui courent, c'est une gageure. Nous pensons que ce type de webinaire destiné vraiment à répondre à des questions extrêmement pratiques est un outil qui peut vraiment aider les entreprises à faire face et à gérer les difficultés. En tout cas, on espère par là apporter notre pierre à l'édifice. Et nous sommes heureux de poursuivre ce cycle. Merci beaucoup, Alexandra. Merci pour tes bons mots. Puis on va te retrouver tout à l'heure hein, pour la table ronde. Donc reste avec nous et puis suis évidemment attentivement tout ce qui va se dire, puisque tu devras faire ensuite rebondir les différents participants à cette table ronde. Et je Alors, peux même leur promettre que je leur ferai pas mal en les faisant rebondir. ouais, écoute, on va essayer d'être gentil parce qu'ils vont devoir transpirer avec la présentation qu'ils ont à nous faire et on veut pas les casser tout de suite. Alors, si je me permets peut-être d'introduire cette conférence avec quelques bonnes pratiques, puisque si on veut que tout puisse bien se passer, eh bien, faut que tout le monde eh bien, soit bien discipliné. Voilà. Sur les questions, c'est quand même un des éléments importants de ces cycles de conférences, c'est que vous avez la possibilité de poser des questions en temps réel. Donc, vous verrez que au même endroit où vous avez votre micro, donc là, dans la barre des tâches, vous pouvez aller sur le Q&R ou le questions et réponses, Q&R, et vous allez pouvoir poser tout de suite vos questions aux intervenants. Alors, c'est clair que les intervenants, pendant qu'ils sont en train de présenter, ne vont pas vous répondre. Par contre, juste après, ou pourquoi pas, juste avant leur intervention, eh bien, ils vont répondre à vos questions en temps réel. On a eu lors des derniers webinaires jusqu'à 40 questions répondues en temps réel. On m'annonce aussi que nous sommes actuellement 50 connectés. Nous avons 87 inscrits, donc les gens vont continuer à se connecter. Donc même si vous ne voyez pas les autres, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul à suivre ce webinaire. Voilà, une synthèse de ce Q&A vous sera transmis un jour à 2 jours après le webinaire en question. Et encore peut-être quelques petites informations que je dois vous donner. Vous avez la possibilité de lever la main. Lever la main, ça vous sera possible à la fin, dans la phase de table ronde. Donc, on essaiera pour la table ronde de répondre aux questions qui n'auraient pas encore été répondues, voire que Alexandra aura souligné comme étant des questions intéressantes pour tout le monde. Par contre, dans la phase table ronde, pour aussi parler. Et pour ça, eh bien, levez la main, on vous donnera la parole et il suffira juste de désactiver votre micro quand on vous permettra de le faire. Et je crois qu'on a tout dit. On vous enverra évidemment la présentation PDF avec évidemment des slides pour certaines qui ont beaucoup de contenu, hein, parce qu'il y a une dimension légale importante. Donc, tout ça vous sera évidemment transmis, pas besoin de recopier. Et puis, la conférence est enregistrée. Donc, vous aurez la possibilité de suivre tout ça en replay également d'ici 1 à 2 jours. Vous recevrez un mail pour voir le fameux replay. Voilà, je crois qu'on est bon pour démarrer cette conférence. Peut-être par rapport au déroulement de celle-ci. Si vous êtes d'accord, eh bien voilà comment est-ce on a prévu ce déroulement. D'abord, une intervention de nos amis Noberson-Abels, une intervention plus juridique, légale, qui va poser le cadre de cette problématique de cash et d'endettement. Ensuite, on aura deux banques à différents
niveau de l'échiquier, tant en termes de taille que de positionnement, le Crédit Suisse et la Banque Alternative Suisse qui vont donner la vision du banquier, des banquiers, en sachant que là aussi, évidemment, vous aurez la possibilité de leur poser vos questions directement, donc ça, évidemment, ça vaut de l'or. Et puis, on a souhaité, avec la Chambre de commerce, avoir autour de la table également virtuelle un entrepreneur, une entrepreneuse, en l'occurrence Sophia de Meyer de Paline, pour partager son expérience sur cette problématique d'emprunt et les impacts que ça peut avoir sur l'entreprise aujourd'hui et sur le plus long terme. On terminera ensuite aux alentours de 16h40 par une table ronde. Là, des questions sont posées par Alexandra et vous aurez également la possibilité de prendre la main pour poser vos questions. Voilà un petit peu pour cette introduction qu'on voulait la plus rapide possible pour passer dans le cœur du sujet. J'espère que vous êtes bien accrochés et prêts pour la subscientifique moelle de cette conférence. Avec nos intervenants, évidemment, nous avons Philippe Fischer, founding partner de Berson Abels, qui va prendre d'ailleurs la parole tout de suite. Voilà, nous avons ensuite Pierre-Marie Glauser, founding partner de Berson Abels, mais également professeur à l'Université de Lausanne. Nous avons Carole Narbauer, donc chef de région clientèle entreprise Genève au Crédit Suisse. Nicole Bardet, responsable financement entreprise Romandie à la Banque Alternative Suisse. Et puis Sophia de Meyer, cofondatrice de Paline SA, qui terminera ce cycle de présentation avant d'attaquer la table ronde. Voilà. Un grand merci d'ores et déjà à ces conférenciers d'être là avec nous. Évidemment, le cœur de la conférence, c'est vous qui allez nous transmettre vos connaissances et également vous mettre à disposition de tous les participants pour répondre à leurs questions. Voilà, on va laisser évidemment Véronique Pennon de Loico. Alors pourquoi est-ce que j'ai oublié Véronique? Ce n'est pas parce qu'elle est de Loico en l'occurrence, mais c'est parce que Véronique ne sera pas dans le cycle de présentation au départ. Par contre, de par son expérience du terrain, elle sera là sur la table ronde pour répondre directement à vos questions et peut-être aussi évidemment pour répondre à vos questions dans l'intervalle avant qu'on arrive à cette phase pendant les présentations. Donc merci également à toi Véronique d'être avec nous. Voilà, on va démarrer les présentations avec nos amis d'Auberson Abels. Alors, je vous propose, cher ami Philippe, je crois que c'est toi qui commences, d'activer et ton micro et ta caméra pour commencer ta présentation. Et donc, la parole est à toi. Et comme on vous l'a dit, c'est moi qui passerai les slides. Donc, faites-moi juste un petit next et puis je passerai à la slide suivante. Puis si j'ai oublié, dites next 2 fois, hein, parce que vous me connaissez, des fois, je suis un peu oublieux comme garçon, quoi. Voilà, c'est à vous, Philippe. Je crois que tu n'as pas encore activé ta vidéo. Je suis en train de le faire, mais… Magnifique. En tout cas, on t'entend, Philippe. C'est le principal, même si on adorerait te voir. Hein, mais c'est clair qu'au moins, si la voix est là, tout va bien. Et on me confirme qu'on a atteint les 60 participants là, connectés à ce séminaire. Donc, on est évidemment hyper content de vous avoir. C'est déjà presque plus que la salle de la CCIG peut en contenir. Hein. Alexandra, peut-être tu nous diras combien peut compter la salle de la CCIG. Donc, on est content que ce format digital vous plaise. Voilà, Philippe, si tu es d'accord. On peut être 72 à la CCIG. Ah, 72, ouais, mais on est 87 inscrits. On va dépasser ce montant-là avec les quelques personnes qui vont nous rejoindre. Philippe, on t'entend, donc tu peux sans autre démarrer ta présentation. Puis on regardera pour la caméra sur la partie table ronde, sans aucun problème. Aucun problème. Très bien. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Merci d'être là avec nous. Nous sommes vraiment très heureux, mon associé Pierre-Marie Glauser et moi-même, de pouvoir participer à ce séminaire, de partager peut-être avec vous un certain nombre de réflexions juridiques et fiscales et ensuite débattre surtout avec vous parce qu'on parle de sujets évidemment extrêmement nouveaux avec des développements juridiques fulgurants sur ces dernières semaines et donc c'est évidemment très intéressant aussi d'échanger sur les expériences des uns et des autres. S'agissant de cette première partie juridique et fiscale, le menu que nous vous proposons est subdivisé en 4 parties. D'abord, une présentation générale de ce qu'on appelle les prêts Covid et aussi les différentes restrictions finalement qui s'appliquent aux entreprises qui bénéficient d'un tel prêt. Deuxième point, nous allons parler d'une disposition légale très importante qui est l'article 725 du Code des obligations. Alors, peut-être que vous n'êtes pas nécessairement familier avec ces dispositions, mais c'est la disposition qui prévoit les devoirs de la société en cas de perte de capital ou en cas de surendettement.
Et ensuite, on abordera 2 questions plus de nature fiscale. Ce sera mon associé Pierre-Marie Glauser qui s'en chargera, s'agissant des aspects fiscaux de ces prêts Covid et enfin de la question de la constitution de ce qu'on peut appeler, entre guillemets, une provision Covid. S'agissant du premier point, les prêts Covid, ce qu'on entend par prêts Covid est ce système de mesures d'aide à l'économie qui a été mis en place par le Conseil fédéral à la fin du mois de mars et qui se base sur l'infrastructure bancaire existante, mais qui permet aux banques d'accorder des prêts qui sont garantis par la Confédération. Et donc, du coup, cette garantie de la Confédération accélère évidemment, notablement, la procédure d'octroi de crédit. Et c'est bien là le but, c'est d'offrir une aide rapide et non bureaucratique aux entreprises concernées par des problèmes de liquidité. Comme vous le savez aussi, parce que ça a été abondamment relayé dans la presse, ces prêts sont limités, à 10% du chiffre d'affaires. On pourra discuter peut-être dans le cadre du panel quels sont les calculs qui s'appliquent aux entreprises qui n'ont pas encore un chiffre d'affaires annuel, par exemple parce qu'elles ont été fondées en 2020 ou par exemple parce qu'elles ont été fondées en 2019 et elles ont une première année comptable plus étendue. Mais le principe est que le montant de ce prêt accordé par les banques mais garanti par la Confédération ne doit pas dépasser 10% du chiffre d'affaires annuel. Ensuite, 2 mots pour vous dire qu'il y a 2 types de prêts Covid. Il y a le prêt Covid ordinaire qui est plafonné à un montant de 500 000 francs et ensuite le montant qui s'appelle le prêt Covid plus qui lui vise des montants entre 500 000 et 20 millions. La différence entre les deux a trait à la couverture du risque par la Confédération. La Confédération prend en charge 100% du risque sur le prêt Covid ordinaire alors que la Confédération ne prend en charge que 85% du risque de crédit, le solde étant pris en charge par la banque dans le cadre des prêts appelés Covid+. Et cette différence légère au niveau de la garantie a également un impact au niveau des taux d'intérêt. Et ça, c'est peut-être une des questions dont on pourra discuter dans le cadre du panel tout à l'heure. Les prêts Covid ordinaires, donc d'un montant maximum de 500 000 francs, ont un taux d'intérêt de 0% aujourd'hui, mais ce taux d'intérêt peut être ajusté chaque année au 31 mars, donc la première fois au 31 mars 2021. En revanche, s'agissant des prêts qu'on appelle les prêts Covid+, cela, le taux d'intérêt applicable aux 85% qui sont garantis par la Confédération est de 0,5% et la partie non garantie par la Confédération, donc les 15%, pour cette partie-là, la banque peut fixer un intérêt approprié, mais elle n'est pas limitée par un certain montant. On voit donc qu'en tout cas, s'agissant des prêts jusqu'à 500 000 francs, ces prêts sont donc entièrement garantis par la Confédération, ce qui évidemment accélère notablement la procédure d'octroi de crédit. Et on a constaté que ces crédits pouvaient être accordés parfois en l'espace de quelques heures, ce qui est évidemment nettement plus rapide que les processus ordinaires d'octroi de crédit en matière bancaire. S'agissant des crédits Covid+, où la banque prend en charge un risque de défaut de l'ordre de 15%, les procédures sont un tout petit peu plus longues parce que la banque va vérifier même sommairement la solvabilité du débiteur, mais c'est naturellement un processus qui est accéléré par rapport au processus traditionnel. Donc voilà, mais vraiment au pas de charge, la présentation générale du système avec des prêts qui sont donc accordés par les banques participantes et une centaine de banques qui participent au système en Suisse aux entreprises avec une garantie entière ou partielle de la Confédération. Maintenant, si on passe à la prochaine slide, ce qui est intéressant de constater, c'est que l'un des buts évidemment de ces prêts est de permettre de pallier aux difficultés temporaires de liquidité qui découlent de la crise du Covid-19. Et du coup, et c'est peut-être ça qui a été un tout petit peu méconnu lors du lancement, qui a eu beaucoup de succès de ces crédits, il y a toute une série de restrictions qui sont appliquées sur les entreprises qui bénéficient d'un tel crédit. Et ces restrictions ont en réalité 2 justifications. Une, c'est que évidemment le montant qui provient de ces prêts soit effectivement utilisé pour pallier à des difficultés temporaires de liquidité et pas à d'autres fins. Et d'autre part, il faut le dire, ces restrictions parfois très sévères ont aussi été mises en place pour motiver, entre guillemets, les entreprises concernées à rembourser ces crédits le plus rapidement possible et ainsi retrouver une liberté d'action complète dans le cadre de leur activité entrepreneuriale.
À mon sens, on peut diviser ces restrictions en deux blocs. Il y a un premier bloc que vous voyez sur la slide que vous avez sous les yeux, qui premièrement interdit aux entreprises concernées d'utiliser le produit de ce prêt pour procéder à des nouveaux investissements dans des actifs immobilisés. Seuls des investissements de remplacement sont autorisés parce que justement, ces crédits ne sont pas là pour financer l'expansion de l'activité commerciale, ces crédits sont là pour pallier aux difficultés temporaires de liquidité. Et de même, et ça vous le trouvez aussi sur cette slide-là, il y a une interdiction de distribuer des dividendes ou de procéder à d'autres remboursements d'apports de capital pendant toute la durée pendant laquelle la société est débitrice d'un tel prêt Covid. Si on passe à la prochaine slide, on parle d'un autre type de restrictions qui sont applicables aux entreprises qui bénéficient d'un tel prêt et ça a trait à l'utilisation des fonds qui proviennent d'un prêt Covid. Et là, les restrictions à nouveau sont relativement sévères dans la mesure où, par principe, mais il y aura toute une série d'exceptions, par principe, ces entreprises ne sont pas elles-mêmes autorisées à octroyer d'autres prêts à l'actif du bilan, donc un système de on-lending n'est pas autorisé. Et d'autre part, ces entreprises ne sont pas autorisées à utiliser le produit d'un prêt Covid pour refinancer des dettes préexistantes. C'est vrai que cette tentation aurait pu exister si vous avez une dette préexistante avec un certain taux d'intérêt, par exemple de 6 ou de 7%, il y a peut-être une certaine tentation à la refinancer avec un prêt Covid qui a un taux d'intérêt de 0 ou de 0,5%, comme ça a été vu tout à l'heure. Et ça aussi, c'est quelque chose que le Conseil fédéral a cherché à interdire, avec toutefois toute une série d'exceptions, notamment la possibilité de refinancer des découvertes bancaires qui sont intervenues depuis le 23 mars 2020 et la possibilité de procéder à des amortissements ordinaires ou le paiement ordinaire d'intérêts sur des dettes préexistantes. Ce qui est vraiment visé, qui est interdit, c'est des amortissements extraordinaires de prêts préexistants. Mais on voit malgré tout qu'il y a toute une série de restrictions quant à l'utilisation des fonds qui proviennent de ces prêts Covid. Et si on passe à la slide suivante, on se rend compte que ces restrictions sont particulièrement sévères, et je serai relativement bref sur cette thématique, mais elles sont relativement sévères également dans les relations intragroupes. Et donc, une société qui est au bénéfice, par exemple, d'un système de cash pooling, donc de gestion consolidée des liquidités, ou bien une société qui a, par exemple, fait l'objet d'une acquisition avec une holding d'acquisition qui a pris l'emprunt d'acquisition et l'idée est que la société opérationnelle attribue des fonds à la holding d'acquisition pour permettre à la holding d'acquisition de rembourser le prêt d'acquisition, ces situations-là doivent être analysées avec beaucoup de minutie parce que toutes les relations intragroupes qui impliquent des transferts de liquidités par une entité qui bénéficie d'un prêt Covid sont vues avec beaucoup de suspicion. Ça ne veut pas dire que ce genre d'opérations sont impossibles. Il faut, à mon avis, faire très attention et lire non seulement le texte de l'ordonnance qui a été publié, que vous retrouvez sur Internet sous la référence 951.261, mais également les commentaires que vous trouvez sur le site de l'administration fédérale, dans la mesure où les commentaires de l'administration fédérale vont parfois au-delà du texte de l'ordonnance. Donc, tout ce que j'ai envie de dire par rapport à cette thématique-là, c'est qu'il faut faire très attention si une entreprise est au bénéfice d'un tel prêt Covid quant à l'utilisation des fonds, en particulier lorsque ces fonds sont transférés au sein d'un groupe de sociétés. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'il y a des sanctions. Et les sanctions qui s'appliquent en cas de non-respect des restrictions que j'ai résumées très brièvement sont d'une part des sanctions de nature civile, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité civile pour les organes qui acceptent de procéder à des transactions qui sont en violation des restrictions que je viens d'évoquer. Il y a également une responsabilité pénale, donc de droit pénal, qui s'attache à une telle violation. Et il faut savoir aussi que les organes de révision, dans le cadre de l'audit des comptes 2020, seront particulièrement attentifs, évidemment, pour vérifier l'utilisation des fonds qui proviennent de ces prêts Covid. J'en ai terminé avec ce très bref survol des restrictions appliquées aux prêts Covid et j'aimerais encore utiliser 3 minutes pour parler de la question de l'article 725 du Code des obligations. C'est cette disposition qui impose une série de devoirs
au conseil d'administration si on se retrouve dans une situation qu'on appelle en termes juridiques de perte de capital, c'est-à-dire que la moitié des réserves légales n'est plus couverte par les fonds propres, ou bien si la société se retrouve en surendettement, c'est-à-dire que ses passifs sont supérieurs à ses actifs. Et là, il y a deux évolutions intéressantes qui sont intervenues durant les dernières semaines. Premièrement, s'agissant de ces prêts Covid qu'on vient d'évoquer, ces prêts Covid ne sont pas considérés comme des capitaux étrangers dans le cadre du calcul d'une perte de capital ou d'un surendettement. Si on va à la prochaine slide pour illustrer ce principe, on voit le bilan d'une société, on voit que le total de ses capitaux propres est de 10 000, on voit que ce chiffre de 10 000 est inférieur à la moitié du capital et des réserves légales de 75 000, et techniquement parlant, on dirait que cette société est aujourd'hui en situation de perte de capital, et donc le conseil d'administration devrait immédiatement convoquer une assemblée générale et proposer des mesures d'assainissement. Si on passe à la prochaine slide, dans laquelle on a inséré le même bilan de la société, la slide 24, pardon. Est-ce qu'on peut remonter d'une slide? Le même bilan, désolé, est-ce qu'on pourrait redescendre d'un cran? Voilà, c'est le même bilan qu'évoqué tout à l'heure, mais avec un crédit Covid qui apparaît en rouge. On voit que là, le total des capitaux propres grâce à ce crédit qui est qualifié de quasi-fonds propres, alors que techniquement parlant, c'est un fonds étranger, passe à 210 000, qui est évidemment supérieur à 75 000 et permet de sortir de la situation de perte de capital. Donc, on voit que ces prêts Covid ont également un impact sur la situation financière de la société en termes de perte de capital et de surendettement. Si on passe à la prochaine slide, et c'est le dernier point que j'aimerais évoquer avant de céder la parole à mon associé Pierre-Marie Glauser, c'est une autre adaptation temporaire de ce fameux article 725 CO que j'évoquais tout à l'heure. Selon la position traditionnelle telle qu'elle a toujours existé, si une société est en situation de surendettement, c'est-à-dire que ses passifs sont supérieurs à ses actifs, le conseil d'administration doit déposer le bilan et aviser le juge sous réserve d'une postposition de créance. Cette obligation qui existe en droit des sociétés est provisoirement suspendue dans le cadre des mesures prises de lutte contre les conséquences du Covid-19, dans la mesure où le conseil d'administration peut renoncer à déposer le bilan malgré une situation de surendettement, pour autant que deux conditions sont remplies. Premièrement, que la société n'était pas déjà surendettée à la fin de l'année 2019 et pour autant qu'il existe une perspective de sortir du surendettement à la fin de l'année 2020. Et si le conseil d'administration documente cette décision, il peut éviter de devoir procéder au dépôt du bilan selon l'article 725 alinéa 2 CO. Donc, on voit que parmi les mesures de soutien à l'économie qui ont été prises dans le cadre de cette crise extraordinaire, le Conseil fédéral a aussi essayé d'éviter que des situations temporaires de surendettement conduisent automatiquement au dépôt du bilan. J'en ai fini avec ma partie, et je cède la parole à mon associé Pierre-Marie Glauser qui évoquera un certain nombre de questions fiscales qui se posent en lien avec ces prêts Covid. Merci, cher Philippe. Peut-être juste avant que Pierre-Marie intervienne, je vous reprécise que suite au brillant exposé de Philippe, vous pouvez poser vos questions. Donc, vous avez la barre d'activation du micro et juste à côté, vous avez questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Puis Philippe, maintenant, il faut le faire transpirer un petit peu et lui poser toutes les questions que vous avez pour le faire répondre en direct. Voilà, c'est une petite précision pour la suite de la conférence. Et puis, je passe la parole à Pierre-Marie. À toi, Pierre-Marie. Merci beaucoup, Christophe. Est-ce qu'on m'entend? Parfaitement. Parfait. Alors, bonjour à tous. Peut-être juste, j'essaie d'allumer ma vidéo, mais le système m'indique que je ne peux pas démarrer ma vidéo parce que c'est l'animateur qui l'a arrêté. Donc, je pense que le problème vidéo vient du fait que les animateurs ayant coupé la vidéo, on n'arrive pas nous-mêmes à la rebrancher. On va checker ça. Merci. OK. Alors, moi, je vais vous aborder la problématique de ces pré-Covid dont Philippe a parlé du contexte juridique sous un angle fiscal. Je vais aborder relativement brièvement deux choses. La première, c'est au fond, puisqu'on est dans une situation où la société reçoit un prêt d'une banque avec garantie de la Confédération, comment est-ce que ça va être traité fiscalement?
Et puis, je pense que c'est aussi dans un contexte de financement utile de toucher un mot sur un autre aspect dont on a pas mal parlé dans la presse, c'est la problématique de la constitution d'une provision dans la comptabilité 2019. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on traite fiscalement ces pré-Covid? Philippe nous a dit tout à l'heure que sous l'angle de l'article 725 du Code des obligations, donc sous l'angle en fait du surendettement, ces pré-Covid sont des quasi-fonds propres, c'est-à-dire qu'on va faire comme si c'était des fonds propres. Eh bien, comptablement et en fiscalité, absolument pas. Ces prêts sont des prêts, ce sont des fonds étrangers tout à fait clairement des emprunts et ils vont être comptabilisés comme tels au bilan et considérés comme tels sous l'angle fiscal. C'est-à-dire qu'on aura affaire à de la dette qui n'entre pas dans le capital imposable et le fait de recevoir ces prêts n'a aucun impact sur le revenu imposable. Il y a une exception, ce sera mon slide suivant, sur lequel je viendrai, ça peut avoir un effet indirect. Il s'agit de prêts qui sont consentis par des banques, garantis par la Confédération, et donc on sera dans des prêts qui sont considérés comme des prêts entre tiers, des prêts totalement arm's length, aux conditions de marché, quel que soit le taux d'intérêt, on en a entendu parler, c'est 0,05%, ou il pourrait peut-être être ajusté à l'avenir, mais en tout état de cause, il sera hors de question pour l'administration de remettre en question le caractère de transactions normales entre l'emprunteur et le prêteur. Donc en réalité, pas énormément de problèmes. Il y a juste un dernier point sur ce slide que j'aimerais évoquer, c'est qu'on a beaucoup entendu parler dans la presse de la question de savoir si ces prêts ne devraient pas être abandonnés un jour. C'est une des revendications de plusieurs entreprises. Ce sera peut-être une obligation dans certains cas en lien avec un assainissement. Alors, si un jour ces prêts étaient abandonnés, ça me paraît assez clair que sous l'angle fiscal, eh bien, on aurait affaire à un abandon de créances de tiers qui serait lui complètement imposable. Donc, ça ne serait pas du tout quelque chose qui échapperait à l'impôt sur le bénéfice, mais avec comme conséquence évidemment que s'il y a des pertes, elles pourraient être compensées, voire même si cet abandon de créances intervenait dans le cadre de ce qu'on appelle un assainissement, ce qui serait probablement le cas vu les circonstances, eh bien, on pourrait même aller rechercher des pertes plus vieilles que 7 ans. Une petite remarque, c'est que si un jour ces prêts devaient être abandonnés, dans la mesure où ils ont été garantis par une collectivité publique, je ne peux pas exclure qu'ils soient considérés comme une subvention, ce qui aurait alors, sous l'angle de la TVA, pourrait avoir potentiellement des impacts assez négatifs pour les sociétés concernées qui pourraient voir leur droit à la récupération de l'impôt, ce qu'on appelle l'impôt préalable, l'impôt qui est facturé par leurs fournisseurs, réduit en conséquence. On peut peut-être passer au slide suivant. Et juste sur ce slide, vous rendre attentif à un impact indirect que ces pré-Covid pourraient avoir sur ce qu'on appelle la sous-capitalisation. En droit fiscal suisse, lorsqu'une société emprunte à son actionnaire ou à un proche de l'actionnaire, une autre société du groupe par exemple, ou à un proche de son actionnaire, eh bien, il y a des limites à l'endettement autorisé c'est une règle qu'on appelle la sous-capitalisation. Alors, vous voyez par exemple à gauche, vous avez une situation avant le pré-Covid, avec des actifs de 100, une dette de l'actionnaire de 85. Et puis, comme cette sous-capitalisation, c'est-à-dire ces fonds étrangers maximum qui sont autorisés fiscalement, sont calculés en fonction des actifs, ici je pars du principe que les actifs donnent droit à 85% de dette, ça ressort d'une circulaire, hein. Chaque type d'actif donne droit à un pourcentage de dette, admettons ici que c'est 85%, eh bien on voit que la situation est parfaitement OK d'un point de vue fiscal, on a 100 d'actifs, on a droit à 85 de dette, donc la dette de l'actionnaire est absolument autorisée fiscalement. À droite, vous voyez la situation où tout reste la même chose, sauf que en raison de la crise, on a fait une perte et on a dû emprunter un pré-Covid de 10. Mais tous les autres paramètres restent les mêmes. On a toujours 100 d'actifs. Évidemment, la perte ne compte pas comme un actif. Donc, on a toujours droit à 85% de fonds étrangers. Or, comme les pré-Covid sont de la dette actionnaire plus le pré-Covid fait que les fonds étrangers sont montés à 95. Et donc, on a maintenant 10 de fonds étrangers trop, ce qui fait qu'automatiquement, cette part qu'on appelle la sous-capitalisation ici de 10 va être imputée sur la dette de l'actionnaire. Même si le pré-Covid est venu après, c'est la dette de l'actionnaire qui va être remise en cause. Et là, on va avoir 10, dans mon exemple, de dette actionnaire qui va être requalifiée fiscalement, qui ne sera plus acceptée comme dette, avec comme conséquence que ce montant va entrer dans le capital imposable et surtout que les intérêts qui sont payés sur la dette actionnaire, donc qui a potentiellement des intérêts plus élevés que 0%,
ne seront pas déductibles fiscalement et soumis à 35% d'impôt anticipé. En fait, ils seront reconsidérés comme du dividende avec des conséquences fiscales donc, qui peuvent être négatives. Et ça, c'est la conséquence de cet endettement et du fait que le pré-Covid est considéré comme de la dette. Le dernier slide que je vais évoquer avec vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la problématique de la provision. Vous savez que la question s'est posée de savoir si une entreprise peut, si elle n'a pas encore clôturé ses comptes 2019, comptabiliser une provision pour risque Covid et si cette provision peut être déduite fiscalement. Alors, c'est un vaste sujet, mais au fond, j'aimerais le résumer de la manière suivante. Une provision, c'est un terme qui peut avoir différentes significations selon les référentiels, notamment les référentiels comptables qu'on prend en compte. La vraie provision, sous l'angle fiscal, sous l'angle comptable du terme, qui est défini par exemple dans les IFRS, c'est l'IAS 37, mais qui est aussi ce qui est considéré comme une provision sous l'angle fiscal du terme, c'est des fonds étrangers que l'on constitue, par exemple en 2019, en raison d'un événement qui serait survenu dans le passé, ou en tout cas dans l'exercice en cours, par exemple 2019, et qui va donner lieu à un cash outflow, à un déboursement, si vous voulez, dans le futur. Comptablement, en Suisse, on a donc selon le Code des obligations, selon le droit comptable suisse, on a une définition beaucoup plus généreuse, en revanche, de la provision. Et même si la provision est définie comme ce que je viens de dire, c'est-à-dire un engagement de l'exercice ou du passé qui donne lieu à un cash outflow dans le futur, le Code des obligations permet de faire des provisions qui sont beaucoup moins clairement restreintes à un événement du passé, et notamment pour faire des réserves pour le futur. Et donc, vous voyez en bas, sur l'axe du temps, on peut parfaitement imaginer qu'une société, dans les comptes commerciaux, dans son compte qu'on appelle statutaire, les comptes qui vont être révisés et puis approuvés par le conseil d'administration et l'Assemblée générale, comptabilise une provision selon le Code des obligations. Donc, en face, crée une charge en 2019, là où les choses vont mieux, pour, par exemple, en 2021, c'est ce qui est sur le slide ici, mais ça peut être en 2022 ou 2023, dissoudre cette provision et créer un résultat. Donc, c'est une manière de transférer du résultat de 2019 à des années futures. Je suis sceptique pour ma part, compte tenu de la définition fiscale de provision qui est beaucoup plus restrictive et qui se base sur la notion comptable des IAS, je suis très sceptique que les autorités fiscales acceptent cette provision. Alors, ça veut dire que, comme vous le voyez ici, elles peuvent refuser dans les comptes fiscaux, dans la taxation, refuser ça, ce qui n'a aucun impact, par contre, sur votre comptabilité commerciale. Et donc, on peut parfaitement imaginer qu'en 2019, on comptabilise une provision, ça réduit le résultat 2019 comptable, mais que le fisc refuse ça et ajoute ce montant au bénéfice. Alors évidemment, c'est regrettable, mais ça n'empêche pas de le faire comptablement, ne serait-ce que pour pouvoir montrer du bénéfice comptable dans le futur. Certains cantons, comme par exemple le Valais, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils seraient tolérants et qu'ils accepteraient ces provisions, en tout cas jusqu'à un certain montant. D'autres, comme Genève et le canton de Vaud, ont très clairement annoncé que fiscalement, ils seraient assez restrictifs et qu'ils n'accepteraient pas la déduction de ces provisions. Voilà, je vais en rester là à ce stade, puis je me réjouis de continuer la discussion dans le questions and answers écrit et dans la partie table ronde. Le résumé en 3 points, je vous propose qu'on le garde pour les slides qui reprend les éléments que Philippe et moi avons évoqués, mais compte tenu du timing, je propose qu'on passe directement à la présentation suivante. Parfait, un grand merci Pierre-Marie et Philippe pour ces présentations. Il y a déjà des questions qui ont été posées par l'assistance, donc une a déjà été répondue, donc n'hésitez pas toujours à poser vos questions dans la rubrique Q&A. On va passer à la suite avec la vision de nos amis banquiers. Donc on a le plaisir d'accueillir Nicole Bardet de la Banque Alternative Suisse et Carole Narbauer du Crédit Suisse. Et Carole, tu as la parole pour ta présentation. Ok, vous m'entendez? Merci. Parfaitement bien. Merci Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis absolument ravie d'être parmi vous dans cette fin d'après-midi. Et finalement, vous savez, le Crédit Suisse, vous l'avez vu, vous l'avez constaté, se positionne comme la banque des entrepreneurs et pour le coup, a vraiment été à l'initiative oui, notre CEO Thomas Gottstein, dès l'apparition de la crise, a pris langue avec le Conseil fédéral en souhaitant qu'un plan
mesures et d'aides rapides et efficaces soient mis en place pour aider les 600 000 entreprises et plus largement pour soutenir l'économie nationale. Donc, effectivement, quasiment toutes les banques participent à ce programme. Donc, à partir du 26 mars, date du début de ce lancement de ce paquet de mesures. Ah voilà, on t'entend de nouveau. Est-ce que tu as Ah, été, voilà. voilà, tu t'es coupé un petit moment, mais on t'entend. Tu peux y aller. Hein. Et puis, si tu me OK. dis, tu peux me dire quand tu veux que je passe sur ta slide et que tu es D'accord, différent. on peut passer sur la slide suivante. Donc, je disais qu'à partir du 26 mars, où toutes les banques ont été opérationnelles pour mettre en place rapidement ces paquets de mesures. Donc, comme le disaient Philippe et Pierre-Marie, il y a deux types de tranches. Il y a la première tranche, qui est la tranche jusqu'à 500 000 francs, assortie d'un taux d'intérêt à 0%. Et puis, il y a la deuxième tranche, qui est de 500 à 20 millions, avec un taux d'intérêt de 0,5% sur la partie cautionnée par la Confédération, donc les 85%, et les 15%, le différentiel de 15%, effectivement, est un risque qui est pris par la banque et qui, évidemment, va être analysé sous l'angle d'un engagement ou d'un crédit ordinaire. Donc, vous allez avoir un taux d'intérêt qui va être en fonction du rating, pour parler dans le jargon des banques, associé à votre entreprise. Donc, ça, c'est les deux tranches. Elles sont toujours en fonction de votre chiffre d'affaires, donc maximum 10% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, enfin, à l'heure où on se parle, enfin, les dernières statistiques que j'ai, qui datent du 24 avril, pour Genève, le Crédit Suisse avait octroyé 666 prêts, 659 sous l'angle de la tranche A, et 7 sous l'angle de la tranche B pour un montant de 191 millions, avec 11 millions qui étaient pour la tranche B. Encore un point, c'est au niveau du remboursement. Donc, il a été prévu de faire un remboursement sur la durée est de 60 mois. Et pour l'instant, on est plutôt dans une logique d'un remboursement d'une manière linéaire. Hein. Donc, c'est vrai que quand on analyse la tranche B, on est dans une logique d'intégrer la capacité de remboursement à la lumière de la liquidité dégagée par la société. Alors, avant de passer la parole à ma co-présentatrice, juste un conseil, parce que j'ai constaté qu'aujourd'hui, on avait des clients qui avaient très rapidement fait une demande pour la tranche A, et puis ils étaient dans une logique très conservatrice, et puis finalement, avec le recul, ils se sont dit, finalement, ça ne suffira pas, les 300 000 ou 350 000 que j'ai demandé, alors que j'aurais pu demander plus, mais par prudence, j'ai demandé moins. Faites attention, et c'est vraiment un conseil, parce qu'on ne peut pas revenir avec une deuxième demande. Donc, une fois que vous avez obtenu la première tranche, vous ne pouvez pas revenir en disant « j'ai eu 350 000, j'ai droit à 500 000, donc faites-moi les 150 000 ». Ce n'est pas autorisé et ça peut créer de la difficulté. Donc, voilà, j'en ai terminé. Je passe la parole à Nicole. Merci beaucoup. Merci Nicole, c'est à toi. Nickel, voilà. Bonjour tout le monde. Donc, la Banque Alternative a aussi participé à ce programme mis en place par la Confédération. Peut-être en deux mots, donc nous sommes une banque éthique et sociale créée il y a 30 ans et nous avons des critères d'octroi particuliers qui ne sont pas seulement basés finalement sur le bilan et le chiffre d'affaires, mais aussi sur l'activité de la PME. Et donc, nous avons décidé de participer à ce programme mais seulement pour nos clients existants. Hein. Certaines banques, elles ont précisé qu'elles prêteraient probablement ce pré-Covid finalement à tous les clients qui demanderaient, peut-être même les non-clients. La Banque Alternative a décidé de limiter aux gens qui avaient déjà un compte chez elle. Christophe, tu peux passer à la slide suivante. Peut-être juste un petit historique. Donc pour nous sommes une PME hein, avec 120 employés au niveau suisse. On n'a pas eu cette discussion avec la Confédération comme peut-être le Crédit Suisse. Et du coup, un peu du jour au lendemain, on a mis en place ce système
ce qui pour nous était, je dois dire, un effort assez conséquent. Et je suis assez fière de mon équipe qui a participé à cette mise en place pour qu'on puisse répondre très rapidement aux demandes de nos clients. Nous, on a fait au niveau suisse 120 crédits pour 9 millions. Donc, comme ça, vous voyez un petit peu la différence aussi de taille. Et puis, on remarque qu'on a deux types de clients. Pour l'instant, on n'a pas fait de crédit au-delà de 500 000. Donc, nous, on a plutôt des clients avec peut-être des masses plus faibles que le Crédit Suisse. Mais on a beaucoup de clients qui sont venus qui n'avaient pas de crédit jusqu'à maintenant. Et ça, je pense que c'est peut-être le cas pour beaucoup d'entrepreneurs qui ont toujours réussi à s'en sortir sans crédit et qui avaient peut-être aussi cette fierté. Parce que dès qu'on entre dans le système du crédit avec une banque, c'est tout de suite aussi différent ce qu'on doit rendre comme reporting à la banque. Et là, maintenant, on se retrouve avec des clients qui ont ce crédit. Donc, ça sera aussi pour nous notre rôle de les accompagner, de leur expliquer finalement comment ça fonctionne. On a déjà eu certaines questions par rapport à l'amortissement. C'est vrai que les clients peuvent amortir alors linéairement, mais peuvent aussi faire des amortissements extraordinaires. Par contre, ils ne peuvent pas reprendre du crédit une fois qu'ils ont amorti. Donc ça, il faut aussi en être bien conscient. Une fois que c'est amorti, c'est remboursé à la banque. Donc nous, on a encore ces questions ouvertes et je pense que toutes les banques vont aussi y venir d'ici une année. C'est cette question du taux d'intérêt. Aujourd'hui, le client, il prenait assez facilement puisque c'était à 0%. Qu'est-ce qui se passe si le taux il change? Alors là, on sait que de nouveau, je pense que les grandes banques seront en discussion avec la Confédération pour ça, mais ça pourrait aussi avoir un impact pour certains clients. Et puis, évidemment, qu'est-ce qui se passe le jour où ces clients ne peuvent pas rembourser? Donc, c'est bien d'avoir pris cet argent maintenant, il était disponible, mais évidemment, je pense que c'est aussi bien de réfléchir à un plan de remboursement et peut-être dès qu'on a des liquidités, en tout cas les mettre de côté en imaginant qu'on devrait ensuite rembourser ce crédit. Pour la banque alternative, on s'est aussi dit que ça, c'était une première étape, mais comment on pouvait aider nos clients, notre réseau. Et pour nous, c'est maintenant de mettre en place finalement une structure via une plateforme où on va mettre en avant les initiatives des clients pendant cette période de Covid et de les mettre en contact pour avoir une forme de solidarité aussi de notre clientèle, pas seulement du côté crédit, mais aussi peut-être des clients qui ont un peu plus d'argent et qui voudraient soutenir les clients de la basse. Voilà, donc merci Christophe d'être passé directement à la slide de résumé. Donc peut-être voilà, ce défi pour notre structure PME, donc comme pour toutes les PME dans cette période, cette réactivité pendant la crise aussi qu'on a vu au niveau des PME qui se sont organisées, qui ont modifié leur manière de faire, de travailler. Et puis pour tout le monde, je crois, cette réflexion de l'après-crise et cette réflexion de la basse aussi, finalement, comment on pourrait faire autrement et comment on fait pour ne pas retomber ou revenir dans le système qu'on connaissait auparavant. Un grand merci, cher Nicole. Un grand merci pour ta présentation. Plein de points évidemment intéressants pour les entreprises, entrepreneurs qui nous écoutent et qui nous voient. On voulait donner la parole à un de ces entrepreneurs, une entrepreneuse, en l'occurrence Sophia de Meyer de Palline, pour donner sa vision de la situation en tant qu'entreprise, en tant que PME. Donc Sophia, tu as la main, tu peux activer ton micro et ta vidéo et c'est à toi. Alors, je crois qu'on n'entend pas Sophia encore. Que là, ça marche mieux. C'est parfait, Sophia. Superbe. Voilà, on t'entend et peut-être, je voulais juste préciser une chose, c'est que vous avez vu peut-être dans le questions et réponses que des réponses ont disparu du QNR sans avoir été répondues. Ça veut simplement dire que l'un des conférenciers a choisi de répondre à votre question par oral et donc votre question a été prise par la table ronde de tout à l'heure. N'hésitez pas à poser des questions évidemment après les présentations qu'on vient d'avoir de nos amis banquières. Voilà, Sophia, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être là. Voilà, je m'appelle Sophia de Meyer. J'ai fondé l'entreprise Opaline il y a un peu plus de 10 ans maintenant et nous sommes actifs dans la production de boissons, notamment de jus et de limonade qui sont élaborés à base de fruits et légumes suisses. On est une petite entreprise, une équipe de 16 collaborateurs avec aujourd'hui plus de 2000 points de vente en Suisse, notamment en Suisse romande.
Et peut-être le point le plus pertinent pour ce webinaire est que 80% de notre chiffre d'affaires est lié au segment des cafetiers, restaurateurs et hôteliers qui, comme vous le savez tous, a dû temporairement suspendre leurs activités. Et donc, au niveau d'Opaline, on a été confronté à une perte de 80% de notre chiffre d'affaires en 48 heures. Donc, avant de me lancer peut-être sur ce partage d'expérience, j'aurais aimé déjà vous féliciter tous autant qu'on est, puisque je sais que beaucoup d'entrepreneurs, de PME nous entendent aujourd'hui. Un grand bravo à nous tous, parce qu'on est maintenant dans la 6e, 7e semaine de cette crise. Et je crois que tout le monde, à la hauteur de nos moyens et de notre temps, ont dû être particulièrement agiles, réactifs dans une situation qui est difficile, tout à fait improbable il y a quelques mois et qui nous a demandé d'être particulièrement compétents. Alexandra a parlé d'une économie forte et Nicole d'une économie solidaire. Pour moi, les deux vont ensemble, la force et la solidarité. Et donc, les 3 petits points que j'aurais aimé vous partager démontrent, je l'espère, de cette force et de cette solidarité. La première chose chez Opaline qu'on a adressé et sur lequel on s'est beaucoup planché, c'est le plan de trésorerie. Effectivement, les mesures de crédit du Covid sont attractives, elles ont pour objet d'être particulièrement réactives et agiles. Et pour ça, certes, c'est une grande aide. Cela dit, qui dit crédit dit remboursement, et puis il y a aussi la notion de quels sont mes besoins réels finalement en trésorerie pendant cette période de crise, voire post-crise, puisqu'on le sait très bien que la relance prendra un certain temps. Donc là-dessus, ce que je peux vous partager, c'est que dans l'ordre des priorités, on a tout d'abord étudié les mesures de RHT, que vous connaissez certainement tous et qui sont à notre portée. Donc, de prendre le temps de réfléchir finalement au taux d'occupation de nos équipes par rapport à cette perte de revenus, et puis de pouvoir la compenser, notamment en demande RHT et donc en soutien financier, pour alléger de ce côté-là le plan de trésorerie, sachant que bien évidemment la masse salariale est un impact ou un poste important pour des entreprises comme les nôtres. Dans l'étude des mesures RHT vient aussi la notion des charges sociales. Vous l'aurez peut-être lu et activé, mais il y a possibilité aujourd'hui de reporter le paiement de charges sociales. Et nous l'avons activé, ce report, tout simplement pour alléger notre trésorerie au day-to-day, donc au jour le jour, au mois le mois, et nous permettre un espace de réflexion et puis surtout on va dire de pouvoir respirer un petit peu sur les premières semaines qui ont suivi le déclenchement de cette crise. Le deuxième point, et il en touche particulièrement à la solidarité qui a de notre côté beaucoup fonctionné et nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a pris le temps d'appeler tous nos fournisseurs pour voir avec eux dans quelle mesure on pouvait établir un plan de paiement, on va dire allongé, donc de bénéficier au lieu de 30 jours, de 60 jours de période un peu plus longue. Et on a été positivement surpris par le nombre de nos fournisseurs, nos partenaires qui nous ont alloué des périodes de paiement supplémentaires. Donc pour moi, c'est une piste à ne pas ignorer parce qu'à nouveau, ça représente des coûts. Et si on peut bénéficier de ces périodes, eh bien, à nouveau, ça nous permet d'alléger les besoins en trésorerie, tout du moins sur le court terme. L'autre point que vous voyez sur mon slide était finalement, oui, on est en période de crise, oui, on a perdu 80% de notre réseau, mais sur les 20% qui restent, est-ce qu'il y a possibilité finalement, dans une certaine agilité, créativité, collaboration, de générer du revenu supplémentaire? Parce que là aussi, c'est bien évidemment une source de trésorerie. Donc vous l'avez certainement vu, il y a des initiatives à travers toute la Suisse qui visent à soutenir les commerçants, à soutenir les petites entreprises. N'hésitez pas à aller voir ce qui se passe parce que là, il y a effectivement des pistes qui permettent également de s'entraider et de générer du revenu supplémentaire, aussi limité soit-il.
Ce qui ensuite nous a permis voilà, d'activer, on ne l'a pas encore fait personnellement, mais au moins de mettre un montant sur un besoin qui est directement lié au crédit Covid-19, mais qu'on considère plutôt vraiment comme une bouée de sauvetage, comme un montant en totale réserve, une fois que ces différentes étapes que je vous ai décrites ont pu être réfléchies et activées. Après ce plan de trésorerie qui, bien sûr, reste on va dire notre guide au quotidien, on s'est pas mal questionné sur la responsabilité des administrateurs. Donc, tout a déjà été dit et je remercie Philippe et Pierre-Marie pour la clarté de leurs propos, en particulier Philippe concernant cet article 725 du Code des obligations. De notre côté et par rapport à notre taille, ce qu'on a décidé de faire, et je pense que c'est une bonne chose au vu du manque de visibilité de ces prochains mois, voire années, touche au flux décisionnaire. C'est-à-dire qu'on a tous les jours des décisions à prendre qui sont difficiles. On navigue un petit peu à vue. Donc, le plus on peut partager ces décisions tant entre collaborateurs qu'au sein d'un comité directeur ou encore du conseil d'administration, et j'aimerais ajouter des actionnaires, si nos entreprises sont assez petites, entre guillemets, que pour nous permettre cet accès de discussion et de réflexion à tous les niveaux, eh bien, je pense qu'il est essentiel. Il est essentiel de garder un tracé des décisions, soit sous forme de PV ou de notes de conversation téléphonique, tout simplement parce que d'ici quelques mois, on aura peut-être oublié les décisions qu'on a dû prendre dans cette gestion de crise, qui n'étaient peut-être pas tout à fait adaptées à cet article 725 ou à une certaine responsabilité. Eh bien, c'est toujours réconfortant de savoir qu'on peut revenir au flux décisionnaire et reprendre conscience du contexte dans lequel ces décisions ont été prises. Et puis le troisième axe sur lequel on se planche encore aujourd'hui beaucoup, en tous les cas avec les informations qu'on a à ce stade, un crédit reste un crédit. Qui dit crédit dit bien sûr qu'il doit être remboursé. Et d'ici à son remboursement, eh bien, il doit être financé sous forme d'intérêt. Donc là, je rejoins en grande partie les propos de Nicole et de la Banque Alternative dans le sens de la réflexion, de se dire mais comment est-ce qu'on va générer du revenu supplémentaire pour rembourser ce crédit. On le sait tous, le revenu est une chose, le remboursement de crédit touche au bénéfice, donc au net. Et donc, on va devoir automatiquement lier notre demande du crédit Covid dans son montant à notre réflexion stratégique. Se dire, mais finalement, on l'emprunte aujourd'hui, bien sûr, on adresse notre trésorerie du jour, bien évidemment, mais à un moment donné, il va falloir le rembourser. Tout ça dans un cadre économique quelque peu incertain aujourd'hui quand même, et donc notre flux financier, nos axes stratégiques sont bien évidemment remis en question. Donc là, il va nous falloir être particulièrement créatifs, tant dans notre développement stratégique, donc dans nos activités, mais aussi de comment on va travailler ensemble, en équipe, sur le maintien de nos emplois, quels sont les budgets dont on va avoir besoin pour générer cette croissance supplémentaire, pour essayer de bien y réfléchir. Parce que si on doit aller encore emprunter ou aller chercher des fonds pour générer ce revenu supplémentaire, eh bien c'est un peu le cycle infernal de la chose qui mettrait en péril finalement nos activités et puis notre vision d'entrepreneur. Donc pour moi, ce troisième pilier est très très important. Bien réfléchir, même si aujourd'hui on n'a pas une grande visibilité, mais quand même commencer à réfléchir sur les axes stratégiques en équipe à nouveau avec le conseil d'administration et les actionnaires de où va venir finalement ce revenu supplémentaire pour nous permettre d'envisager le paiement des intérêts et le remboursement de ce crédit à terme. Voilà un petit peu pour ce qu'on a mis en place chez Opaline, que je voulais partager avec vous parce que ça me semblait assez clair et impactant. Nous, ça nous a beaucoup aidé et ça se résume finalement dans ces 3 points qui est
définir le plan de trésorerie. Alors, certainement que la plupart d'entre vous l'ont déjà fait, mais l'utiliser vraiment comme le plan de guide de ces prochaines semaines et voire mois, de limiter le crédit à l'essentiel. Le deuxième point, c'est le flux et le suivi décisionnaire, prendre des notes, vraiment garder tous les PV de toutes les discussions qui ont lieu et élargir le cercle le plus possible à tous les membres de votre écosystème. Et puis troisièmement, dès que vous avez un moment de créativité et un peu de calme dans toute cette période soutenue, de pouvoir réfléchir à, voilà, par la suite, où est-ce qu'on va pouvoir aller chercher ce revenu supplémentaire, tenant en compte à nouveau toutes les initiatives d'entraide qui se mettent en place tant de la Banque alternative que de la Chambre de commerce, qui certainement va organiser de superbes ateliers sur l'intelligence collective et comment s'entraider par rapport à cette relance. Voilà, je vous remercie infiniment et je vous ai tout dit. Un tout grand merci, cher Sophia. Non, tu ne nous as pas tout dit, hein, parce qu'on t'attend évidemment sur la table ronde. Alors, la table ronde qui va être animée maintenant par notre amie Alexandra. Donc, ce que je propose à tous les conférenciers, c'est que vous activez vos caméras. On n'a pas perdu encore un seul participant, hein, donc vous êtes assidus, hein, malgré évidemment le temps qui passe. Évidemment qu'on va dépasser de quelques minutes le cap des 17 heures. L'avantage, c'est que dans un mode de vidéoconférence, c'est que vous n'êtes pas captif. Si vous voulez nous quitter, vous pouvez bien évidemment le faire. Mais je vais quand même ouvrir évidemment maintenant la table ronde. Alexandra, la parole est à toi. Je vais arrêter le partage de l'écran pour que vous puissiez mieux voir les conférenciers. On sera également attentif, évidemment, aux personnes qui lèvent la main dans l'assistance ou qui posent des questions en direct. Donc, Alexandra, la parole est à toi. Merci beaucoup. Moi, j'ai une première question. Je viens d'écouter, je suis une entrepreneur qui est demandé un prêt. Je l'ai obtenu parce que j'ai été super rapide et je l'ai eu dans l'après-midi. Et puis, j'entends seulement maintenant Sophia de Meyer. Je me dis, nom d'un chien, pourquoi je n'ai pas pensé à la RHT? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux dire à la banque, oups, ben finalement, je vais vous rendre vos sous, puis je vais demander une RHT pour les collaborateurs? Je vais peut-être vous répondre. Je dirais que faites attention à ne pas partir dans quelque chose qui serait trop, comment dirais-je, unilatéral. Donc, votre prêt, vous l'avez. Gardez-le, en guillemets, au chaud. Et puis, voyez ce que vous pouvez faire pour, sous l'angle d'autres possibilités d'économie ou d'aménagement. Et puis, si effectivement, d'ici quelques mois, vous n'avez pas l'utilisation pour ce prêt, ben vous le remboursez. Le délai de résiliation est extrêmement court, il n'y a pas de frais et vous n'avez pas de taux d'intérêt, comme on l'a dit, donc ça ne vous coûtera rien. Mais je dirais par prudence, comme je le disais avant, un conseil, c'est que vous ne pouvez pas revenir avec une nouvelle demande. Donc, gardez ça peut-être de côté et puis posez-vous les questions et puis après, vous déciderez. Voilà. Merci beaucoup. On sait que ces prêts, ils sont, disons, la possibilité de volume est calculée sur le 10% du chiffre d'affaires. Si j'ai une entreprise qui a 5 ou 10 ans d'existence, c'est facile. Si j'ai été créée en début 2020 ou même quelque part en 2019, le calcul, il se fait comment? Juste, moi, je peux peut-être répondre à tes questions. C'est vrai que c'est une question qui a très rapidement surgi et qui pose la question plus générale de l'aide aux startups. Et je pourrais peut-être répondre en trois parties. C'est vrai que la règle de base est que le montant du crédit Covid est plafonné à 10% du dernier chiffre d'affaires. Donc, normalement, le chiffre d'affaires annuel 2019 ou éventuellement le chiffre d'affaires annuel 2018. S'agissant des sociétés qui évidemment ne bénéficient pas d'un tel chiffre d'affaires, soit parce qu'elles ont été fondées en 2020, comme vous le dites, soit parce qu'elles ont été fondées en 2019, mais leur premier exercice comptable est un exercice long, il y a une réglementation spécifique qui est prévue dans la mesure où par rapport à de telles sociétés, on prendra en compte la masse salariale annuelle
ou annualisée, le cas échéant, et on la multipliera par 3 pour créer un certain montant qui constituera la base pour le calcul des 10%, avec quand même encore une limite dans la mesure où le montant qui provient de ce calcul doit être compris dans la fourchette entre 100 000 et 500 000. Et en d'autres termes, ça veut dire que pour ce type de société, le montant du prêt Covid sera compris, donc 10% de 100 000 ou 10% de 500 000, entre 10 000 et 50 000. Ce sont évidemment des montants pas particulièrement importants. Deuxième élément de réponse, c'est que le vrai problème est notamment pour les entreprises qui ont été créées en 2018 et qui n'ont quasiment pas eu de chiffre d'affaires depuis lors. Et là, on parle précisément évidemment des startups et qui peuvent donc même pas, d'une certaine manière, bénéficier de cette règle du 3 fois la masse salariale annuelle qui, comme je l'expliquais, s'applique aux entreprises créées après 2019 ou en 2020. Et donc, pour ces sociétés-là, c'est vrai que le système actuel est clairement insatisfaisant dans la mesure où les 10% du chiffre d'affaires peut représenter des montants ridiculement bas. En tenant compte de ces critiques qui ont été exprimées dès la publication de ce programme d'aide, le Conseil fédéral a annoncé la mise en place d'un autre programme de soutien similaire qui va être dévoilé normalement dans 2 jours, le 30 avril, mais qui prévoit également un système de prêt cautionné. Donc, on est dans un système proche de celui dont on a discuté aujourd'hui, qui serait à destination des entreprises qualifiées de start-up, à voir exactement ce qu'on rentre dans cette définition-là, et qui serait également des prêts accordés par les banques, mais qui seraient cautionnés en partie par la Confédération, en principe à hauteur de 65%, et en partie par les cantons à hauteur en principe de 35%. Donc, il y a un système alternatif qui est en préparation. On ne connaît pas encore tous les détails à l'heure actuelle, mais on devrait en savoir plus d'ici 2 jours. Donc, c'est clairement une affaire à suivre parce qu'il existe effectivement une série d'entreprises qui, compte tenu de leurs caractéristiques, ne rentrent pas d'une certaine manière dans les catégories dans lesquelles les prêts Covid ont été pensés. Merci. Quelqu'un parmi les participants demande si les prêts Covid sont aussi disponibles pour des associations. Effectivement, c'est une bonne question et à mon sens, de prime abord, la réponse est oui, parce que ces prêts Covid sont à disposition des entreprises individuelles, des sociétés de personnes et des personnes morales. Et le commentaire qui a été publié par les autorités fédérales mentionne spécifiquement que les associations ont aussi droit à ce type d'aide. Alors, s'agissant d'associations, et ça existe, qui exploitent une activité commerciale, on sait que c'est possible, mais soumis quand même à toute une série de restrictions, mais ce n'est pas impossible qu'une association ait une exploitation commerciale en son sein, pour autant, naturellement, que ça ne remette pas en question son but non lucratif. Pour celle-là, évidemment, le calcul du chiffre d'affaires sera possible. Pour des associations qui n'exploitent pas en tant que telle une activité commerciale, je pense qu'il y aura des réflexions à se poser sur la manière dont on calculera le chiffre d'affaires pour le besoin des 10%. Mais sur le principe, en tout cas, l'ordonnance permet aux associations également de bénéficier de ce système. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai une question tout à fait de béotien. Je pense qu'elle… Madame Pennon pourra peut-être amorcer la réponse et puis ensuite Madame Nachbauer, Madame Bardet. Il y a beaucoup d'entreprises qui, tout à fait au début, dès que les prêts ont été annoncés et mis en œuvre, enfin, disons la garantie de la Confédération mise en œuvre, il y a vraisemblablement beaucoup d'entreprises qui se sont dit, dans le doute, je vais en demander un parce qu'il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Alors, est-ce que c'est humainement, ça ne se discute pas, on comprend bien dans une situation qui est complètement inédite, mais est-ce que du point de vue de la gestion de sa compta, de la gestion de l'entreprise, est-ce que c'est un bon réflexe ou est-ce que c'est un réflexe qui est potentiellement dangereux? Et puis, faut-il craindre qu'il n'y en ait pas pour tout le monde? Alors, je vais peut-être répondre. Écoutez, vous avez raison. Les premiers jours, on a eu un afflux de demandes qui était
absolument inimaginable, puisqu'on a travaillé tout le week-end et on a eu des demandes tout le week-end, parce qu'il y avait effectivement cette crainte de nos clients qui s'est dit il faut que je sois dans les premiers parce que sinon il n'y aura pas assez. Donc ça, je peux confirmer qu'il y aura assez, qu'on a vu cette espèce de baisse de la demande et que maintenant on est plus au fil du temps dans des demandes régulières, mais on a plus ce pic. Donc soyez rassurés, il y aura. Effectivement, on a un programme qui a en guillemets une échéance à fin juillet. Il est question que ce délai soit prolongé, j'en sais pas beaucoup plus que vous, mais on n'est pas dans une logique de restriction. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est exactement ce que vous disiez, c'est est-ce que je dois prendre ce prêt parce que j'en ai plus ou moins besoin, je ne sais pas. Il ne faut pas oublier que l'entrepreneur doit se faire une réflexion sur son besoin de trésorerie, et la trésorerie, c'est l'oxygène de l'entreprise. Donc, il faut ne pas, tout d'un coup, il ne faut pas se retrouver sans oxygène parce que vous mourrez. Donc, moi, mon conseil, c'est de dire effectivement, comme le disait Sophia, faites une réflexion sur les vrais besoins, sur la nécessité d'avoir un apport pour assurer la trésorerie. Et si effectivement la conclusion est qu'il y a un besoin, il faut faire la demande. Au pire des cas, vous n'utiliserez pas ce crédit et d'ici la fin d'année, vous pourrez le rembourser. Je le répète parce que je l'ai déjà dit, il n'y a pas de pénalité et le remboursement est extrêmement rapide. Donc, je dirais, soyez pragmatiques, mais soyez cohérent avec cette approche de trésorerie. Je le répète, c'est l'oxygène de l'entreprise. Et il faut faire vraiment attention à ça. Véronique Pennon, vous auriez le même conseil à donner à un client? Oui, tout à fait. Après, peut-être un bémol dans certains cas. On a vu, c'était explicité par Philippe par rapport aux restrictions. Donc, certains de mes clients ont d'abord pensé prendre un crédit et après, c'est clair que ça restreint quand même pour ceux qui n'ont pas un vrai problème de trésorerie pour après le versement de dividendes, par exemple, ou de remboursement ou de prêts intra-groupe. Donc, ça peut quand même poser certaines questions avec ce type de prêt. Donc, c'est quand même, comme l'ont expliqué, il faut bien réfléchir si on en a vraiment besoin et quelles sont les contraintes associées à un tel prêt. Merci. Excusez-moi, peut-être juste encore un point. C'est clair que l'ordonnance précise explicitement que c'est pour pallier à des problèmes de trésorerie dus à la situation actuelle. Donc, une entreprise qui solliciterait un prêt parce qu'effectivement, elle a des poursuites ou elle a un contexte qui n'est pas celui que j'explicitais, à ce moment-là, on n'est pas du tout dans la logique du paquet de mesures de la Confédération. Et là, les banquiers, en tout cas le Crédit Suisse, fait une analyse sur le besoin et la finalité du prêt, à l'évidence. J'ai une question pour Robertson Abels. Vous verrez, messieurs, lequel d'entre vous répond. Sur la question du 725, pas d'obligation d'annonce au juge si la société peut démontrer qu'elle prévoit la fin de surendettement. Je suis désolé, j'entends pas la question. Ouais, Alexandra, tu as été coupé. On n'entend plus ton son, malheureusement. On n'entend plus ton son. Je propose juste, du coup, en attendant, peut-être fais quelques tests, Alexandra, en attendant que tu prennes la main, que tu reprennes la main. Il y avait une question par rapport aux indépendants. Et est-ce qu'il y a des limitations quant au prélèvement privé, comme cela est le cas pour le dividende? Est-ce que quelqu'un peut répondre autour de cette belle table ronde virtuelle? Une question facile. Hein. Pas une question facile. Pierre-Marie. Non, mais enfin, Philippe a relevé tout à l'heure, à juste titre, que l'ordonnance était large sur répondre à la question de, je crois, Christophe, sur la question de savoir qui pouvait en bénéficier de ces prêts. C'est clair que c'est large et donc ça comprend aussi les indépendants, c'est explicite. Mais par contre, c'est vrai que les restrictions parlent de dividendes.
Et les dividendes, ça s'applique aux sociétés anonymes ou aux sociétés de capitaux. Donc, a priori, c'est pas clairement visé, mais là, je parle sous le contrôle de Philippe. Je ne sais pas si tu vois les choses différemment, Philippe, mais j'ai le sentiment que ce serait compliqué, compte tenu du contexte dans lequel le prêt est obtenu, d'emprunter, de faire un prêt Covid pour ensuite distribuer, par prélèvement privé, j'entends, une distribution de liquidité, en fait, à l'indépendant. Le terme prélèvement privé chez un indépendant, c'est un terme qui est pas hyper clair. Alors, ça peut vouloir dire prélever des marchandises dans le stock, et puis, bon, ça, je ne pense pas que ce soit visé par les restrictions. Ça peut vouloir dire, est-ce que ça veut dire se payer un salaire? Je ne pense pas non plus que l'indépendant va devoir ne plus pouvoir se payer un salaire. La question, c'est qu'est-ce qu'on entend par là? Et je pense qu'il faudrait faire une analyse de ce qu'on entend par là. Mais je vois mal que ça permette que l'indépendant puisse distribuer des surplus de trésorerie largement au-delà de son salaire. Je ne sais pas comment tu vois les choses, Philippe. Non, je pense que c'est tout à fait juste. Je pense que déjà, il faut reconnaître que cette législation a été mise en place dans un caractère vraiment, dans un scénario très urgent. Et il y a toute une série d'hypothèses qui n'ont pas nécessairement été envisagées. Et je crois que c'est juste la réalité. On a un système suisse non bureaucratique mis en œuvre très rapidement, mais évidemment au niveau de l'ordonnance, qui est un peu le cœur de la matière sur ces questions, on n'a pas pu, en l'espace de quelques jours, imaginer tous les scénarios, et ces scénarios surviennent au fur et à mesure. Et donc, du coup, ma première point, c'est que si vous devez analyser ce que vous avez le droit de faire ou pas le droit de faire, si vous détenez un tel crédit, plutôt que de regarder le texte de l'ordonnance, c'est l'article 6, qui n'est pas particulièrement clair et qui ne couvre pas toute une série d'hypothèses, déjà, allez voir le commentaire de l'ordonnance que vous retrouvez sur le site EasyGov mis en place par la Confédération, où vous trouvez très facilement le commentaire qui déroge même au texte de l'ordonnance sur toute une série de points. Par exemple, l'hypothèse du remboursement du prêt d'acquisition lorsque vous avez une holding d'acquisition qui détient une société target, c'est quelque chose qui n'est absolument pas prévu par l'ordonnance et qui a été rajouté dans la dernière version du commentaire parce que c'est une hypothèse à laquelle on n'avait pas pensé. Par rapport à des situations comme celle qu'on évoque ici, qui n'est pas abordée ni dans l'ordonnance ni dans les commentaires, je pense que en l'attente d'une mise à jour du commentaire sur ce point, et il y a déjà eu 3 mises à jour du commentaire, donc on voit que c'est une situation qui est assez fluide, je pense qu'il faut vraiment réfléchir par analogie et par qu'est-ce qui est visé. Et donc, dans le scénario qui était évoqué par Pierre-Marie tout à l'heure, une certaine forme de prélèvement d'une partie de la substance par la personne concernée, on est finalement dans une situation économiquement pas si éloignée d'un dividende, même si on ne peut évidemment pas parler d'un dividende dans le cadre d'un indépendant. Je pense que c'est clairement une situation dans laquelle il faut faire preuve de beaucoup de prudence et ça rejoint un peu le point général que Pierre-Marie et moi voulions faire, c'est que certes, ces crédits Covid sont un système très attractif, très rapide et non bureaucratique pour pallier à des problèmes de liquidité liés à la crise, mais il s'accompagne de toute une série de restrictions avec des sanctions assez fortes et aussi des restrictions sur la capacité de gérer l'entreprise, dont le but est justement d'amener aussi l'entreprise à rembourser le plus rapidement possible. Et on se retrouve avec des situations à la marge, comme l'évoque cette question, où on ne sait pas exactement quelle est la réponse, mais en réfléchissant par analogie, je pense que ce type de prélèvement, entre guillemets, par un indépendant devrait également tomber sous le coup de l'interdiction. Merci. Juste rajouter un point, c'est intéressant de voir que ce qui est mentionné explicitement dans l'ordonnance, c'est le terme de dividende. Et je réalise dans la discussion, en fait, ça me fait penser à une chose, c'est que d'ailleurs, pour les sociétés, là je reviens aux sociétés, c'est qu'en réalité, il y a la problématique de ce qu'on appelle les dividendes dissimulés. Et ça, c'est un peu un réflexe de fiscaliste, là, ce que je vous dis maintenant, mais c'est que je ne suis pas sûr que… La tentation pourrait être de se dire, je ne me distribue pas de dividendes, mais j'augmente mon salaire, par exemple, ou significativement, ou je me débrouille pour me remonter du bénéfice indépendamment d'un dividende. Et je pense que là, il faut être prudent, parce que le terme de dividende a aussi une conception de quelque chose qui n'est pas simplement distribué par l'Assemblée générale, mais qui est aussi remonté du bénéfice de manière déguisée.
Et là, je pense que c'est un point auquel il faudra être attentif. Merci beaucoup. Il reste une question dans les questions-réponses. Je propose qu'il y soit répondu par l'un de vous de manière écrite. De toute façon, tout le monde aura la liste des questions et des réponses. Nous avons un petit peu dépassé 17h15. À regret, je pense qu'il est le temps de conclure, à moins que Christophe, tout à coup, me donne un petit peu plus de temps. Mais je ne sais pas si sa générosité va jusque-là. Oh là là, mais c'est toi l'hôte, hein, Alexandra, tu peux décider de le faire. On voit qu'on n'a que quelques participants qui nous ont quittés. Maintenant, l'important évidemment, c'est de voir si on a répondu à la majorité des questions, voir s'il y a des intervenants qui ont envie peut-être de rajouter quelque chose, je ne sais pas. Est-ce qu'un participant, un intervenant a envie de rajouter quelque chose à ce qui a déjà été dit? Je regarde Voilà, Sophia. J'aimerais juste peut-être ajouter un point sur la durée. Je crois qu'on a jusqu'à fin juillet pour faire une demande du crédit Covid, n'est-ce pas? Et si c'est le cas, alors juste préciser qu'on a encore un peu le temps quand même pour réfléchir à ce plan de trésorerie, aux différentes mesures avant d'en faire la demande. Mais je ne suis pas sûre que le 31 juillet est la bonne date. Nos spécialistes, est-ce que le 31 juillet est la bonne date? Tic, 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 tic. Oui, moi, si je peux, c'est ce que j'avais aussi Nicole? entendu, il me semble. C'est bien le 31 juillet, c'est ce qui a été annoncé jusqu'à maintenant, oui. Ok, Philippe acquiesce. Ok, parfait. Merci Sophia pour ta question. Merci à toutes et à tous pour votre réponse. Merci Alexandra pour l'animation de cette table ronde. C'est un plaisir de vous avoir toutes et tous. On est dans un sujet évidemment qui était technique, avec plein encore, comme on dit les conférenciers, de points qui ne sont pas arrêtés. Donc il faudra suivre tout ça ces prochaines semaines. Vous allez recevoir, comme déjà annoncé, le replay de cette conférence, vous allez la revoir, le Q&A en PDF, et puis également les présentations des intervenants avec leurs contacts, puisque les intervenants nous ont donné leur accord pour donner leur contact. Et donc, si vous avez des questions après la conférence, parce que vous êtes soit timide, soit vous avez besoin d'un temps de réflexion, n'hésitez pas à poser vos questions par email. Voilà, en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir là tous autour de cette table virtuelle. On espère vous revoir évidemment bientôt pour boire un verre physiquement dans les locaux de la Chambre de commerce. À tout bientôt. Et puis, le prochain séminaire aura lieu le 5 mai 2020, 16h, sur la santé au travail. Donc, quelle stratégie pour le confinement? Donc, on a beaucoup de questions qui nous viennent des entreprises sur la stratégie à mettre en place à partir du 11 mai, si ce fameux 11 mai est confirmé. Et puis, on a beaucoup d'entreprises qui parlent des problématiques de désengagement des collaborateurs qui sont depuis 6, 7, 8 semaines à la maison. Comment gérer ça? Comment les accompagner? Et donc, ça sera traité lors du séminaire du 5 mai à 16h. En tout cas, un grand merci de nous avoir suivis. Et puis, à tout bientôt. On l'espère autour de l'apéro. Bonne soirée à tous et prenez un apéro quand même, vous avez le droit. Merci à nos conférenciers. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.